Victor grognait en regardant les dernières nouvelles concernant un scandale sexuel impliquant un général de haut rang de l'armée et l'une de ses assistantes, une femme mariée avec 2 jeunes enfants. L'histoire suivante montrait le général désormais disgracié disant aux journalistes que c'était une décision moralement incorrecte de sa part. Il avait l'air sombre et semblait nettement plus mince que dans certaines photos précédemment montrées de lui avec son assistante, qui était maintenant également connue comme sa maîtresse. C'est drôle comment ils changent tous de discours et présentent des excuses une fois qu'ils sont pris, dit-il à sa femme, avec qui il était marié depuis plus de 30 ans. Il regarda Vanessa en disant cela. Ils étaient dans leur salon, se tenant au courant des nouvelles après le dîner, comme c'était leur habitude depuis des années. C'était quelque chose qu'ils faisaient ensemble pour passer du temps tranquille ensemble, surtout pendant les années où leurs enfants grandissaient, et le temps libre où le temps pour eux était une ressource très précieuse. Maintenant, leurs 2 enfants, James et Karen, étaient adultes et avaient leur propre famille. James avait 30 ans et était ingénieur électricien. Il avait épousé son amour d'enfance il y a plusieurs années et ils avaient une fille de 3 ans. Karen, qui avait 28 ans, était la plus jeune et avait épousé un homme qu'elle avait rencontré au bureau. Ils avaient un fils de 2 ans. Victor lui-même avait 59 ans et Vanessa était quelques années plus jeune que lui. Elle avait toujours été et resté une accro du fitness, ce qui se voyait dans son corps bien tonique avec de gros seins juteux et un derrière qui attirait toujours les regards. Bien sûr, les effets de la gravité et de l'âge étaient visibles, mais à peine. Ses cheveux bruns avaient juste la bonne nuance de mèche blanche qui allait bien avec ses yeux verts et son visage joyeux, et pour Victor, sa femme était une maman et une grand-mère sexy. Un simple regard sur sa femme assise à côté de lui suffisait à éveiller quelque chose en lui. Il avait presque 60 ans, mais des promenades régulières avec Vanessa et des cours de power yoga l'aidaient à garder son outil en bonne forme et performance. Certains de ses collègues souffraient déjà d'hypertension, de glycémie élevée et de problèmes connexes. Il a eu de la chance. Mesurant 6 pieds de haut avec des cheveux gris argentés et des yeux bleus, il ressemblait plus à un PDG prospère qu'à un technocrate à la retraite. Victor regarda Vanessa avec amour. Sa série préférée allait commencer, et il s'approcha d'elle et posa sa main droite sur sa cuisse. Il la connaissait bien. Un peu de préliminaire en regardant sa série télévisée préférée ne manquait jamais de l'exciter. Il pourrait avoir une chance ce soir. Je suppose, comme tout autre couple consentant, ils n'ont jamais pensé qu'il pourrait être surpris, répondit-elle en secouant ses cheveux et en gardant ses yeux verts rivés sur l'écran de télévision. Victor se tourna vers les informations. Un vétéran militaire à la retraite apparut à l'écran, racontant au monde à quel point ses missions à l'étranger constantes sont difficiles. Les hommes sont loin de leur famille pendant des mois, et bon, les hommes seront toujours des hommes. Sa manière et son style de présentation ne laissaient aucun doute que son assistante, qui était également mariée comme lui, était sa seule source de divertissement sur un front par ailleurs rude et froid. Pensez-vous que l'absence de proches et la perte de communication peuvent être considérées comme une raison authentique et pardonnable de trahison ? Demanda Victor. Il n'était pas sûr, mais pendant un moment, le corps de sa femme sembla se tendre puis se détendre. Il caressa doucement sa cuisse et fut sûr que sa paume ressentait cette tension soudaine, mais il ne pouvait pas être sûr de la raison. Elle resta silencieuse pendant 1 minute ou 2, comme si elle pesait ses pensées, puis répondit. Victor digéra la réponse de sa femme. Il semblait un peu vague, répondant sans vraiment répondre à ce qu'il avait demandé. Par personne, voulait-elle dire seulement l'homme et la femme impliqués dans l'affaire, ou peut-être aussi leur relation avec leur conjoint ou partenaire ? Voulait-elle dire que la tricherie est acceptable si un couple est dans une relation malheureuse avec leur partenaire et désire la compagnie du sexe opposé ? L'esprit de Victor n'avait pas le temps de traiter la réponse de sa femme, car Vanessa changea de position à ce moment-là et ses jambes s'ouvrirent de manière attrayante. Victor ne perdit pas de temps et approcha ses mains caressantes de ses sous-vêtements. La série de Vanessa passait à la télévision et elle était complètement absorbée par l'intrigue en cours. Victor commença à embrasser son sein gauche juteux à travers sa légère chemise de nuit. Vanessa répondit en tirant son visage vers sa poitrine et en passant ses doigts dans ses cheveux. Cela le surprit, car elle n'atteignait généralement ce niveau d'excitation qu'à la fin de sa série préférée. Sa main descendit dans son caleçon. Ils continuèrent leur caresse pendant quelques minutes de plus jusqu'à ce que Vanessa exprime son désir. « Faisons l'amour, Victor, tout de suite, chuchota-t-elle, respirant de manière irrégulière.
Maintenant, Victor était complètement surpris. Ce serait la première fois qu'il le ferait sur le canapé du salon, même avant la fin de l'émission de la soirée. Mais il ne se plaignait pas. À ce stade, la série était déjà oubliée. Le lendemain matin, Victor partit tôt pour le bureau de son ancienne entreprise. Il avait démissionné de son poste de vice-président plusieurs années auparavant. Sa société ne voulait vraiment pas qu'il parte. Il était avec eux depuis plus de 20 ans, commençant en tant qu'ingénieur en construction et grimpant progressivement dans la hiérarchie. Mais Victor était catégorique. Il discuta du problème avec Vanessa avant d'en parler à sa société. Leurs enfants commençaient à travailler et à fonder des familles, et tous deux sentaient qu'ils avaient besoin de plus de temps pour eux-mêmes pour répondre aux besoins de leur famille en expansion. Vanessa prévoyait également de démissionner dans quelques années. Ils convinrent finalement qu'il continuerait à être associé à eux en tant que consultant. L'idée séduisait Victor car il pouvait rester connecté à l'industrie de la construction tout en permettant à son ancienne entreprise de bénéficier de son expérience étendue. Selon l'accord, Victor se rendait au bureau 2 ou 3 fois par semaine, sauf en cas d'urgence. Cela lui a donné suffisamment de temps libre pour poursuivre ses hobbies, notamment le golf. En revanche, Vanessa occupait un poste de cadre supérieur dans le service comptabilité d'une entreprise possédant une chaîne de magasins de détail à travers l'État. Elle y travaillait depuis les 10 dernières années, depuis leur déménagement de Dallas à Houston lorsqu'il a été promu et a dû intégrer le siège principal. En fait, le travail acharné qu'elle avait fourni dans son précédent emploi à Dallas et une note de remerciement élogieuse de son ancien patron, Harry Wallman, l'ont aidé à décrocher son nouveau poste. Harry connaissait bien les propriétaires de la chaîne de magasins de détail, et lorsqu'ils ont décidé de déménager à Houston, il les a contactés et a aidé Vanessa à obtenir un emploi. Les deux étaient reconnaissants envers Harry pour cela. À Dallas, Vanessa a obtenu un emploi dans l'entreprise de Harry dès que Karen a été en âge d'aller à l'école et y a travaillé depuis lors jusqu'à leur déménagement à Houston, presque 14 ans plus tard. La décision de déménager à Houston n'était pas un gros problème puisque leurs 2 enfants avaient déjà terminé le lycée et étaient partis à l'université à ce moment-là. Compte tenu de sa longue association avec son entreprise, Harry a tout fait pour s'assurer qu'elle obtienne le poste. Il y avait des moments où Victor se remémorait avec tendresse ses années à Dallas. Leurs 2 enfants étaient nés et avaient grandi là-bas, et parfois ils voulaient qu'ils s'y installent après leur retraite, mais Vanessa n'était pas intéressée. Ils étaient plus proches de leurs enfants et petits-enfants à Houston, argumentait-elle, et cela était plus important que les souvenirs nostalgiques du passé. Il valait mieux vivre dans le présent que dans le passé, était son raisonnement. Victor ne voyait aucune raison de discuter à ce sujet, et avec l'offre de conseil, cela semblait être un choix parfaitement acceptable. Il y avait quelques mises à jour supplémentaires aux informations de première heure ce soir-là concernant le général déchu et sa maîtresse. En regardant la couverture médiatique intense de l'affaire, il semblait que c'était la prochaine grande affaire pour la presse après les événements tristes et tragiques entourant la mort de Lady Diana. Selon le présentateur des nouvelles, la femme impliquée dans l'affaire a dit à ses amis qu'elle regrettait le mal que sa liaison avait causé à sa famille et aux autres. Tu sais, Victor dit à sa femme alors qu'elle lui tendait son verre de vin. Elle dit qu'elle regrette la douleur qu'elle a causée à sa famille, mais elle n'a jamais mentionné qu'elle regrettait la liaison. Comment une femme, ou pour cette question un homme, peut être si ambitieuse et complètement concentrée sur l'ascension de l'échelle de carrière? Ne lui est-il jamais venu à l'esprit qu'elle trahit et viole la confiance que son mari a placée en elle? Comment peux-tu être si sûr que cette liaison était uniquement motivée par l'ambition et le glamour? Répondit Vanessa doucement, en sirotant son vin. Victor fut stupéfait par la réponse. Il regarda vivement sa femme, qui continuait de fixer l'écran de télévision. Cette femme n'est pas du tout une jeune fille naïve de 20 ans, mais une femme pleinement mature de 40 ans. Veux-tu dire qu'elle a délibérément et consciemment décidé de quitter son mariage? Tu dis qu'elle a développé des sentiments qui auraient dû être destinés à son mari et s'est lancée dans une liaison passionnée, ignorant même ses enfants et les conséquences que cela pourrait avoir sur leur éducation future, demanda Victor incrédule. À ce moment-là, une chaîne d'information avait montré des images d'archives d'une femme faisant des pompes avec la personne qui l'interviewait. Cela avait été filmé à une époque où la maîtresse avait publié un livre qu'elle avait écrit sur son amant. C'était une biographie d'un général. Bien sûr, à ce moment-là, le monde ne savait pas que le général et l'écrivain avaient également couché ensemble lorsqu'ils ne discutaient pas du livre. Victor,
Les femmes et les hommes pensent différemment. Essaie de comprendre ce que j'essaie de dire. Si tu demandes aux femmes de leur moment le plus précieux, la plupart te parleront d'un pique-nique ou d'un café dans un bistrot un après-midi pluvieux, mais un homme se souviendra probablement des différentes positions qu'ils ont eues après être rentrés du bistrot. Les deux restèrent silencieux un moment alors que Victor essayait de comprendre l'essence de ce que sa femme essayait de transmettre. Vanessa continua ensuite. Pendant l'écriture de la biographie, ils passèrent de nombreux mois, voire des années, ensemble et développèrent probablement progressivement une connexion mutuelle, une fusion de deux esprits et aussi des corps. Victor répondit brusquement. Sa femme semblait justifier les actions du couple par erreur. Vanessa pinça les lèvres en entendant l'explosion de colère de son mari et continua de fixer l'écran de télévision. Ce type est assez âgé pour jouer le rôle de grand-père pour ses jeunes enfants. Au minimum, il aurait dû montrer la maturité que nos dirigeants croyaient qu'il avait avant de le nommer à ces postes étrangers importants. Pour s'assurer que l'infatuation mutuelle n'a pas franchi toutes les limites raisonnables, Victor continua sur un ton qu'il réservait généralement à ses jeunes collègues. Ah, si seulement le cœur pouvait penser et se comporter rationnellement comme l'esprit. C'était une connexion des cœurs pleinement réalisée par les deux, murmura-t-elle. Victor était stupéfait. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre de sa femme. La façon dont elle continuait était comme un autre épisode de l'une de ces mélodramatiques telenovelas. Pour le bien de sa famille et de ses jeunes enfants, si rien d'autre, j'espère que son mari voit sa trahison autant que vous le faites, répondit-il avec irritation. Le voilà encore. Il était sûr de sentir ses muscles se tendre à ces paroles. Elle se redressa également un peu. Peut-être n'aurait-il pas dû paraître si dur, pensa Victor. Il semblait qu'ils avaient pris involontairement des positions différentes ici. Il prit la télécommande et changea de chaîne. Au cours des prochains jours, Victor n'eut vraiment pas le temps de suivre l'affaire du général déchu et de sa maîtresse mariée. Lui et Vanessa attendaient l'arrivée de leurs enfants et petits-enfants pour Thanksgiving, et Vanessa lui donna une longue liste de choses à faire. Il y avait des choses à acheter pour les petits qui semblaient être en communication constante avec leur grand-mère via les téléphones portables de leurs parents. Ensuite, il y avait la précieuse vaisselle qui devait être soigneusement rangée dans le grenier. L'idée était de donner à leurs petits-enfants suffisamment d'espace ouvert pour courir librement sans heurter quelque chose de cher. Victor était tellement absorbé par ces tâches qu'il décida d'abandonner sa partie de golf. Il ne savait pas que sa décision allait changer sa vie à jamais. Il passa la journée à emballer des objets d'un ensemble de déjeuners coûteux dans des tissus doux et de vieux journaux, puis à les placer dans des boîtes en carton qui étaient ensuite montées dans le grenier. Une fois qu'il eut terminé cela, il commença à déplacer d'autres objets fragiles du salon au garage. Il n'entendit pas la sonnette la première fois car il était occupé à ranger des choses dans le garage. Quand il retourna à la maison principale, le livreur du service de messagerie avait son doigt presque continuellement sur le bouton de la sonnette. Victor regarda rapidement autour de lui avant de se diriger vers la porte d'entrée. Il avait encore beaucoup à faire. « Êtes-vous les Brown ?» demanda le garçon de livraison avec indifférence, déplaçant le chewing-gum d'un côté de sa bouche à l'autre. « Un colis pour vous ?» continua-t-il dans le même esprit, tendant le papier à Victor pour qu'il signe. « Ces enfants d'aujourd'hui n'ont vraiment aucun savoir-vivre », marmonna Victor en claquant la porte. Il plaça la boîte sur la table de la cuisine tout en essayant de voir qui était l'expéditeur. Il vit son nom, V. Brown, et c'était d'un cabinet d'avocats à Dallas. Le fait que cela ait été envoyé par quelqu'un de leur ancienne ville éveilla sa curiosité. Peut-être s'il n'avait pas été si occupé, aurait-il réalisé que les initiales V. Brown pouvaient aussi signifier Vanessa Brown. Peut-être alors aurait-il permis à Vanessa d'ouvrir le colis après son retour du travail. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Victor prit un couteau de cuisine et coupa le ruban adhésif. Le son de la voiture de Vanessa entrant dans leur allée le soir a rompu le silence étrange qui régnait dans la maison Brown depuis les dernières heures. Cela a été suivi par le bruit d'une portière de voiture qui s'ouvrait et se refermait. Quelques instants plus tard, Vanessa est entrée dans la maison par la porte du garage. « Salut chérie, je suis rentrée », a-t-elle appelé, occupée à réarranger plusieurs sacs qu'elle portait avec son sac d'ordinateur portable. « Eh bien, quelqu'un était occupé aujourd'hui », a-t-elle continué sur un ton léger, évaluant le désordre dans le salon. « Chérie, viens dans ma cuisine. Je vais nous faire un café bien chaud », a dit Vanessa,
se dirigeant vers la cuisine. Le fait que son mari n'ait toujours pas répondu ne semblait pas éveiller sa curiosité. « Et, qu'avons-nous ici » entendit-il sa femme dire. Victor regarda en bas, à travers des yeux rouges et gonflés, le papier photocopié qu'il tenait dans ses mains maintenant presque engourdi. Jusqu'à récemment, elle tremblait de manière incontrôlable. Victor serrait le morceau de papier dans ses mains comme si sa vie en dépendait. Il arrangea le contenu du paquet tel qu'il l'avait trouvé, avec une lettre du prétendant de sa femme au sommet. Il savait que c'était probablement ce qu'elle regardait en ce moment. Victor mit ses lunettes et commença à relire la lettre, sachant que sa femme faisait probablement la même chose. « Ma chère belle-fleur, si tu tiens cette lettre entre tes belles mains et que tu la lis, laisse-moi te dire, ma chère, que mon temps dans ce monde est arrivé à sa fin, et le Seigneur m'a commandé de rejoindre son abode céleste. Tout d'abord, je t'en prie, ne pleure pas pour moi. Je suis un vieil homme dans la soixantaine, ou plutôt je suis un vieil homme solitaire dans la soixantaine et je le suis depuis le jour où Martha est partie il y a tant d'années. Son départ vers le Seigneur a littéralement emporté mon désir de vivre. Comme tu le sais, elle était mon amie d'enfance, et nous nous sommes mariés quand nous avions juste 20 et 19 ans, donc elle était là pour moi dans les bons moments et les mauvais pendant près de 40 ans jusqu'à ce que la maladie prennent lentement sa vie. Elle savait qu'elle partait, et moi aussi, mais jusqu'au tout dernier moment, nous nous sommes accrochés l'un à l'autre comme deux adolescents, appréciant chaque instant, chaque précieux moment que nous pouvions encore partager, jusqu'à ce qu'il soit enfin temps pour elle de partir. Alors, comme je viens de le dire, s'il vous plaît ne pleurez pas pour moi. En fait, il est temps de retrouver ma petite amie. Mes enfants sont bien installés, et même mes petits-enfants sont maintenant prêts à quitter le nid. Alors ma belle fleur, dis-moi au revoir avec un sourire, le vieil homme. S'il y a une vie après la mort, alors il est temps de recommencer et de découvrir où est Martha. Et à toi, ma belle fleur, si ce n'avait pas été pour tes soins aimants et ta gentillesse pendant ces jours terribles après que Martha m'ait laissé seul et impuissant, comme un morceau de bois mort flottant sur l'océan ballotté par les vagues et les courants, je serais depuis longtemps parti. Ne discute pas. Je sais que c'est vrai, et toi aussi. Tu m'as pris sous ton aile aimante, me réconfortant comme le ferait une mère avec un enfant en deuil. La chaleur de ton amour et notre proximité agissaient comme une potion magique. Tu sais, la vérité est que j'ai toujours eu un faible pour toi, malgré la différence d'âge. Que ce soit en te regardant travailler ou en voyant à quel point tu es occupé pendant les fêtes d'enfants, j'ai toujours ressenti une forte affection pour toi. Peut-être que tu me rappelais, à bien des égards, mes jeunes années quand mes enfants étaient à la maison et que Martha et moi étions débordés. Ces gestes spéciaux et ces chuchotements ludiques dont vous les filles bavardiez et riez au travail étaient en réalité destinés uniquement à toi. Je ne disais ces choses aux autres filles que pour brouiller les pistes. Cela semblait fonctionner, car lorsque vous les filles au travail échangiez des opinions, ma plaisanterie ressortait toujours, et vous en riez tous comme si c'était de la démence sénile. Et puis, quand je me suis retrouvé seul dans ce monde, j'ai vu un autre côté de toi, attentionné et aimant. Vous êtes-vous déjà demandé ce que symbolise le symbole de la féminité ? Eh bien, laissez-moi vous dire, le cercle représente l'esprit et la croix représente la matière. Et toi, ma chère Vanessa, tu es l'incarnation de la féminité. Tu as ramené cette âme mortellement blessée à la vie, lui donnant une raison d'exister. Si Martha me regardait maintenant alors que j'écris ces derniers mots pour toi, je suis sûr qu'elle serait entièrement d'accord. Et l'intimité physique que tu partageais avec moi, c'était fantastique. Tu étais toujours si vivante, pleine d'énergie et de farce. Même les filles de Playboy pourraient apprendre une chose ou deux de toi. En bref, tu es l'incarnation de la féminité en esprit, en pensée, et certainement encore aussi. Que le Seigneur remplisse chaque minute et chaque seconde de ta vie de bonheur et de bonne santé. Tu aimes les enfants, et j'espère que le Seigneur te donnera beaucoup d'autres adorables bébés. Eh bien, belle fleur, je prends grand soin d'exprimer ma gratitude éternelle envers toi. Permettez-moi d'aborder les principales raisons pour lesquelles j'écris cette lettre. Tu as peut-être déjà deviné la première raison en regardant la pile de photographies et de CD attachées à cette lettre dans le colis. Oui, tu as deviné juste. Ce sont des souvenirs de notre communication. Je m'excuse pour ce côté voyeuriste en moi, mais tu me connais si bien que tu le savais probablement déjà, même si tu ne l'as jamais dit. Eh bien, j'avais des caméras placées stratégiquement dans mon bureau et ma maison, mais sois assuré,
je n'ai jamais partagé ces souvenirs de notre interaction avec personne, pas même avec certaines des femmes avec qui j'ai partagé une amitié. C'est aussi à ta demande, et tu es au courant de tout. Avec ma fin approchant, je n'ai pas pu me résoudre à les brûler, alors je te les envoie. Garde-les près de ton cœur pour toujours, tout comme je le fais. Et maintenant, parlons d'une autre raison. Chérie, mes avocats prendront bientôt contact avec toi concernant le chèque de 2 millions de dollars émis à ton nom. Te souviens-tu de notre voyage de 2 jours à Miami? Nous sommes partis pour voir depuis le port et avons vécu complètement nus sous le ciel bleu ouvert. C'est un voyage que je regrette de ne pas avoir pris ma caméra de sentier avec moi. Nous avons fait de la plongée nue, puis avons passé un après-midi paresseux à faire l'amour sur le pont ouvert. Ensuite, nous avons préparé le dîner, bu, et fait l'amour à nouveau dans le salon. Ce furent de merveilleux moments que nous avons partagés ensemble. Tu te souviendras peut-être aussi que le dernier jour, nous avons visité une galerie d'art et tu as choisi quelques tableaux. Eh bien, ma chère Fleur, ils valent maintenant environ quelques millions de dollars, et je ne pense pas devoir les transmettre à mes enfants. J'ai demandé à mes avocats de les vendre à un prix juste et d'envoyer tous les bénéfices à toi. Si tu le souhaites, tu peux envoyer tes coordonnées bancaires à mon avocat, et il les transférera électroniquement sur ton compte. Eh bien, il semble que j'ai dit tout ce que je voulais. Ma chère et tendre Fleur, je te souhaite tout le meilleur dans la vie. Prends soin de toi. À jamais redevable envers toi. Peachy. La lettre glissa de ses doigts sans vie et atterrit à ses pieds. La lettre ne laissait que peu de place à l'imagination. Sa femme avait une liaison avec son patron à Dallas depuis plus de 30 ans, et il n'avait même jamais soupçonné quoi que ce soit. Un incident du passé lointain lui revint en mémoire. Harry et Martha étaient des fêtards et en organisaient souvent. Comme toutes les fêtes précédentes, celle-ci était également de haut niveau. Il était tard, et il commença à chercher sa femme, car elle avait beaucoup bu et il ne voulait pas avoir de problème en rentrant chez eux. Elle n'était ni dans le salon ni dans la cuisine. Il sortit sur le patio et s'arrêta. Sa femme était avec son patron dans un coin sombre du patio. Harry passa son bras autour de sa taille et la tira vers lui. Il se pencha vers elle et semblait lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Vanessa, autant qu'il pouvait le dire, ne semblait pas dérangée par cette intimité et souriait. Comme il faisait sombre et qu'ils étaient un peu à l'écart, il n'était pas sûr, mais il semblait que les hanches de Harry bougeaient comme s'il était en train de la baiser à sec. Il n'aimait pas du tout ça. Son pied a dû heurter quelque chose car, en entendant le bruit, Harry s'est immédiatement éloigné à une distance raisonnable. Victor s'approcha d'eux et parla comme s'il n'avait rien remarqué. Sa femme, remarqua-t-il, rougissait, et ce n'était certainement pas à cause de la boisson. Plus tard, dans la voiture, il lui fit savoir qu'il pensait l'avoir vue et lui demanda confirmation. Bien qu'elle n'ait rien nié directement, elle écarta ses soupçons en disant que Harry était cavalier avec presque toutes les filles, surtout après quelques verres. Avec tout le respect dû à Martha, un simple regard sur elle suffit à comprendre pourquoi il se comporte ainsi en soirée. Sa femme dit cela cette nuit-là avec un sourire espiègle. Quoi qu'il en soit, elle lui assura qu'elle pouvait gérer la situation. Ils passèrent une merveilleuse nuit au lit, et le lendemain matin, tous les doutes de Victor étaient oubliés, du moins pour le moment. Victor se souvint de Martha. Elle avait toujours les cheveux courts et ressemblait probablement beaucoup à la femme de ce général qui avait été récemment dans les actualités pour des raisons autres que des victoires militaires. Son service n'impliquait certainement pas la capture de terroristes étrangers, mais il avait certainement accompli quelque chose de bien plus juteux, de la même manière que Harry avait gagné sa femme. Il prit son smartphone et commença à parcourir les photos qu'il avait scannées et téléchargées sur son ordinateur portable ainsi que sur son téléphone portable. Les photographies les montraient en train de faire l'amour au bureau. Harry enlevait généralement son pantalon et son caleçon dans son bureau pour leur réunion déjeuner rapide, comme le montrait l'heure sur l'horloge murale. Sur une photo, Harry se penchait en arrière dans son fauteuil de bureau pendant que sa femme jouait entre ses jambes. Il fermait les yeux tandis que Vanessa semblait le regarder avec une expression fascinée. Une autre photo la montrait avec son chemisier et son soutien-gorge relevé. La photo suivante le dégoûta. Sa femme était, encore une fois, sans son haut. Son visage était collant. Ils riaient tous les deux. Lorsqu'il toucha l'écran de son smartphone pour agrandir l'image, il remarqua une date sur la table. C'était environ 6 mois après la mort de Martha et 1 an avant leur déménagement à Houston.
Martha avait été diagnostiquée avec un cancer du foie. Les excès de fête avaient finalement eu raison d'elle. Le diagnostic a été posé trop tard et le cancer était à un stade avancé. Elle est décédée 6 mois plus tard. Sa mort a changé Harry. Autant que Victor pouvait s'en souvenir, ils n'ont plus assisté à aucune fête chez lui après cela, mais à ce moment-là, il avait déjà commencé une liaison avec sa femme. Il n'avait vraiment plus besoin d'organiser des fêtes pour avoir sa femme. Ils ont continué à avoir des relations sexuelles l'un avec l'autre pendant presque un an et il ne le savait même pas. Il sentit sa poitrine se serrer et la bile monter dans sa gorge. Il était un cocu, tout comme ce médecin dans l'histoire de la chute du général. Que pense maintenant la femme du général? Victor pensait. Elle avait été humiliée en public par l'homme pour lequel elle avait sacrifié désintéressément tout. Pendant plus de 30 ans, elle était restée comme une ombre derrière lui, le soutenant pour accepter les missions les plus difficiles au nom du pays, pleinement consciente des difficultés auxquelles elle et leur famille devraient faire face. À quoi pense-t-elle maintenant? Il se répétait, comme si la réponse à sa douleur et à son humiliation se trouvait dans ses pensées et ses actions. Elle avait le même âge que lui et à leur âge, on s'attend à une vie simple après la retraite, des petits-enfants et à regarder le soleil se coucher à l'ouest en compagnie de son partenaire. La dernière chose à laquelle il pensait était la trahison de son mari et ses conséquences, sa douleur et son humiliation. La femme du général a servi sa famille de manière désintéressée et cela se reflétait dans son apparence. Elle ne pouvait certainement pas rivaliser avec la mère de 2 jeunes enfants qui profitaient probablement de l'éclat postpartum et de la beauté qui accompagne le fait d'avoir un bébé. Et le cocu, que pense-t-il? Il pensait que sa femme voyageait à travers le monde pour mettre la touche finale à la biographie de l'un des plus grands soldats de leur nation, mais il semble maintenant qu'elle ait également été clouée par lui dans divers endroits et lieux à travers le monde. Il ricana en lui-même, réalisant qu'il n'était pas seul dans son heure de tromperie et de douleur. Avant qu'il ne puisse décider d'aller aux toilettes, il entendit des pas légers approcher de son bureau. Il essuya ses larmes et essaya de réprimer l'envie de vomir. Il pouvait être un cocu, mais il ne laisserait pas sa femme infidèle voir l'humiliation sur son visage. Il mit ses lunettes et se tourna courageusement vers la porte de son bureau. La porte s'ouvrit silencieusement et Vanessa entra, comme sur la pointe des pieds. Elle se tint silencieusement en le regardant. Victor la fixa, faisant de son mieux pour ne pas cligner des yeux ou verser une larme. L'amertume était toujours quelque part dans sa bouche. Il pouvait sentir son odeur amère. Il prit une grande respiration et compta jusqu'à 10 avant de parler. Le colis était adressé à V. Brown et venait de Dallas, alors j'ai supposé à tort qu'il était pour moi, dit-il aussi fermement qu'il le put. Elle pleura. Son maquillage était complètement ruiné par les larmes qui coulaient sur son visage, et ses cheveux soigneusement coiffés semblaient ébouriffés, comme si elle venait de se lever du lit et d'entrer directement au bureau. Elle hocha la tête et s'assit sur la seule autre chaise du bureau, située en face de lui et un peu plus loin. Il continua de regarder sa femme. À son tour, elle jetait parfois un coup d'œil vers lui puis fixait le mur derrière son épaule, comme s'il contenait des hiéroglyphes cachés vitaux qui pourraient les aider à surmonter leur crise actuelle. Que devrait-il dire à sa femme de plus de 30 ans? Que devrait dire un homme mûr de presque 60 ans à sa femme infidèle? Ensemble, ils ont vu la vie, toutes ses surprises et tous ses hauts et bas. Il était vieux et ne vivrait pas éternellement. Tel est le cours de la nature. La génération suivante, leurs petits-enfants, est déjà arrivée dans ce monde pour continuer leur lignée après qu'ils ne soient que des souvenirs. Alors que devrait dire une grand-mère à ses petits-enfants? Comment devrait-il se justifier pour l'insulte et l'humiliation qui lui ont été infligées? Pourquoi l'a-t-elle tué sans le tuer? Pourquoi? Victor, cela peut sembler cliché, mais ce n'est pas ce que tu penses. Elle commença nerveusement, puis s'arrêta car les mots lui manquaient. Pas ce que je pense? Est-ce tout ce qu'elle a en défense? 8 ans plus tard, une femme mûre dans la quarantaine trompe son mari, sa famille et ses engagements, et maintenant elle dit que ce n'est pas ce que je pense en sa défense, depuis presque un an. Ce n'était pas une aventure d'un soir. Cela a duré de nombreux mois. Dans l'une des scènes sur le CD, sa femme était habillée en lapine Playboy avec un corset serré et seulement un string rouge vif couvrant son intimité. Alors que le CD jouait, il vit Harry avoir des relations sexuelles avec elle. Il les regarda copuler pendant plusieurs minutes avant de se détourner dans la honte et l'humiliation. Mais Harry était toujours en affaires. Le vieil homme avait de l'endurance,
c'est certain. Victor n'avait jamais été aussi mal et humilié, et peut-être que cela se voyait sur son visage car il pouvait voir sa femme se recroqueviller et reculer sur sa chaise, coupable de quelque chose qu'il n'avait jamais soupçonné auparavant. Au moins, ce médecin à la télé n'avait pas de CD pour regarder sa femme avoir des relations sexuelles avec le général, pensa-t-il amèrement. Les images de sa femme habillée en lapine Playboy, les yeux brillants de plaisir, et ses gros et pulpeux seins ne quittaient pas son esprit. Il y avait d'autres clips, tout aussi érotiques. Le vieil homme avait vraiment de bonnes techniques d'enregistrement. Il se demandait si le général avait également fait des CD de sa maîtresse dans divers endroits à travers le monde. Nous, ce n'était pas intentionnel ou planifié. Après la mort de Martha, nous avons remarqué au travail qu'Harry avait perdu le contrôle de lui-même. Sa mort l'a dévasté. Vanessa commença, dans sa deuxième tentative, à entamer un dialogue raisonnable entre eux. Victor hocha la tête en signe d'accord. Il le savait, tout comme beaucoup d'autres qui connaissaient Harry. Tout s'est passé si rapidement. 6 mois après le diagnostic, Martha est partie. Pendant ces 6 mois, Harry a changé de médecin, l'a envoyé dans des écoles de médecine plus grandes et meilleures, mais même les meilleurs médecins ne pouvaient pas empêcher l'inévitable. Il se souvenait que Vanessa lui avait dit qu'il laisserait quelques documents sur la table pour lui, et quand il reviendrait plus tard, il les trouverait intacts, et Harry resterait assis là, fixant son écran d'ordinateur portable. À leur insistance, il a consulté des médecins qui lui ont prescrit des sédatifs. C'était comme s'il avait perdu la volonté de vivre. Les médicaments prescrits par les médecins ont aidé. Il a recommencé à s'intéresser. En même temps, nous au travail avons également essayé d'être autour de lui aussi souvent que possible. L'idée était de garder son esprit occupé avec des problèmes de travail, pour qu'il n'ait pas le temps de commencer à penser à sa perte, mais il est vite devenu évident que bien qu'il reconnaissait notre préoccupation pour lui et faisait certainement de son mieux, il n'était tout simplement pas là pour nous. Le problème était qu'en tant que chef de l'entreprise, Harry était aussi notre principal négociateur. Il était doué pour cela, mais maintenant il semblait qu'il perdait son talent. Comme je l'ai dit, il semblait juste qu'il n'était pas là, a dit Vanessa. Victor regarda le visage négligé de sa femme. Tout ce qu'elle venait de dire lui était généralement connu à l'époque, mais il ne pouvait pas comprendre comment cela se rapportait à sa trahison. C'est alors que certains membres seniors de l'entreprise ont eu une petite réunion avec Harry. Il a été décidé qu'il aurait un assistant de l'entreprise pour ces réunions importantes avec les clients, a dit Vanessa. Elle fit une pause pour voir comment son mari prenait tout cela. Victor la regarda interrogativement. Il se demandait où tout cela allait mener. J'ai été désignée comme assistante de Harry, continua Vanessa. Lorsqu'elle a dit ces lignes, Vanessa a regardé son mari d'un regard. Quoi? Protecteur, mais en même temps défiant. Victor s'est penché en avant, son intérêt éveillé. J'ai fait de ma mission de m'assurer que Harry avait toutes les informations dont il avait besoin de tous les départements pour toute réunion à venir. Cela nécessitait beaucoup de communication avec les responsables des départements et leur personnel. Cela nécessitait également que je développe une certaine compréhension du travail effectué dans tous les départements. À ce moment-là, Harry a commencé à devenir de plus en plus impliqué. C'était un bon signe pour nous. Il m'a ensuite enseigné le fonctionnement de certains départements et les paramètres de base mais nécessaires que je devais demander et fournir. Les choses ont commencé à se mettre en place et l'entreprise a commencé à s'améliorer. Nous avons travaillé en équipe. J'ai commencé à l'accompagner à toutes ses réunions avec les clients, même les voyages d'affaires, a-t-elle continué, regardant son mari avec méfiance lorsqu'elle mentionnait les voyages d'affaires. À ce stade, Victor a commencé à comprendre certaines choses mais n'a pas interrompu sa femme, préférant la laisser raconter son côté de l'histoire. Finalement, j'ai presque complètement pris le relais en tant que son conseiller en chef de facto. L'entreprise a commencé à s'améliorer et nous avons pu arrêter la baisse des ventes. En fait, je sentais que c'était mon devoir de m'assurer qu'il ne manquait pas ses médicaments. Sa dépendance totale à mon égard était évidente pour tous et cela m'a rendu fier d'avoir pu ramener l'entreprise du bord du gouffre. Vanessa a continué avec à peine dissimulée fierté sur son visage, ses yeux ayant un regard lointain en se remémorant les événements passés. Victor continuait de regarder sa femme mais avec un regard plus intense. La bile menaçait une fois de plus de ruiner le calme de son visage et la tension intense revenait dans sa poitrine.
Son esprit technocratique analytique avait déjà compris beaucoup de choses et était bien en avance sur le déroulement de l'intrigue entre des éclats de larmes et des sanglots. « Alors tu es devenue sa concubine » protesta-t-il bruyamment, se rappelant l'un des termes que la presse utilisait généreusement pour décrire la maîtresse déchue d'un général marié. Vanessa recula comme si elle avait été durement frappée. Son visage rougit d'insulte et la colère jaillit de ses grands yeux. « N'ose pas m'appeler ainsi, dit-elle en colère. Elle serra ses bras autour de sa poitrine et respira lourdement. Victor la regarda avec intérêt. Il commença à se demander comment sa femme se voyait et le service désintéressé qu'elle avait fourni. Des noms ? Bien sûr que non. Comment as-tu pu penser à ça ? À l'époque romaine, une concubine jouissait presque des mêmes droits qu'une épouse. En fait, le mot concubine était même gravé sur les pierres tombales. Bien sûr, un homme était considéré comme malhonnête si une concubine entrait en relation avec un autre homme, rétorqua Victor. Il semblait apprécier le malaise que sa femme ressentait. Même la bile ne semblait plus autant le menacer. La confrontation silencieuse entre eux continua jusqu'à ce qu'elle dise enfin « Je n'étais pas une concubine ». « Continue », répondit Victor avec lassitude. « Comme je l'ai dit, Harry est devenu presque entièrement dépendant de moi. Dès qu'il entrait dans le bureau jusqu'à ce qu'il parte, il était avec moi. Cela m'a également aidé à améliorer mes compétences en négociation en observant Harry et aussi grâce aux conseils qu'il me donnait de temps en temps. » Vanessa se tut, comme si elle rassemblait ses pensées. La vraie histoire commence maintenant, pensa Victor sombrement, mais il était toujours une âme perdue. Parfois, lorsque nous dînions dans un restaurant d'hôtel lors de nos voyages d'affaires avec des clients, il regardait les couples aux tables voisines avec un regard nostalgique mais triste. Et puis un jour, alors que nous dansions lentement et nous rapprochions, il s'est pressé contre moi. J'ai réalisé qu'il était excité. Je l'ai regardé avec embarras et j'ai réalisé qu'il regardait un couple très mignon sur la piste de danse. Il y eut un moment de silence. Victor vit que sa femme rassemblait le courage de continuer. « Continue », dit-il sèchement. « Eh bien, quand nous sommes retournés dans ma chambre, je l'ai invité pour un dernier cocktail et c'est ainsi que tout a commencé, finit-elle, refusant une fois de plus de croiser le regard de son mari. À ce stade, le sentiment de trahison et d'humiliation avait laissé place à la colère. Si ce qu'il avait entendu était vrai, alors c'était à ce moment-là que leur connexion avait commencé. Il n'était certainement pas pressé de passer à l'acte, pensa Victor, en regardant sa femme. Alors qu'il se souvenait, le général et sa maîtresse chantaient également une chanson similaire selon laquelle rien ne s'était passé pendant leur voyage ensemble, mais tout avait commencé quand tout le monde était rentré chez eux. « Alors vous avez couché ensemble ? » ? « Non, disons simplement que nous avons fait l'amour. » Cette nuit-là, pour la première fois, Victor a dit, un sarcasme lourd dans sa voix. « Non, non Victor, je n'ai pas fait l'amour à Harry. Dieu sait que la seule personne que j'aime, c'est toi et toi seul. » Elle objecta. C'était guérison, guérison de l'esprit et du corps. Victor commença à se sentir mal à l'aise. La façon dont sa femme avait répondu lui donnait l'impression de ne jamais vraiment avoir connu sa femme en plus de 30 ans. On dit qu'un homme ne peut jamais vraiment connaître complètement une femme. Ce n'est que maintenant qu'il commençait à comprendre pleinement le sens de cela. Ce qu'il réalisa qu'elle allait lui dire ensuite, c'est qu'ils avaient dormi ensemble cette nuit-là, et c'était, pour le moins que l'on puisse dire, avoir des relations sexuelles. Et étant donné que cela avait duré presque un an, c'était plus comme faire l'amour parce qu'il y avait des sentiments impliqués. Mais sa femme, qui était la responsable du service de comptabilité d'une grande division et avait plus de 50 ans d'expérience mondiale, semblait être en déni à ce sujet. Que faisait-il dans la chambre d'hôtel ? Avez-vous joué à Pinky Pinky ? Après quelques cocktails et avoir parlé de tout et de rien, je me suis penché et je l'ai embrassé sur les lèvres. Il semblait surpris au début, mais m'a ensuite rendu le baiser. Après quelques baisers et caresses, j'ai déboutonné ma chemise et je l'ai laissé tomber par terre avec mon soutien-gorge. Je lui ai dit que maman voulait qu'il boive son lait ce soir. « De quoi parles-tu ? » cria Victor. « S'il te plaît, Victor, j'essaie d'être aussi honnête que possible avec toi, » chuchota Vanessa. De nouvelles larmes avaient déjà commencé à couler sur son visage pâle. Harry était tout près de moi. Il m'a pressé et a commencé à jouer avec mes seins, à les caresser, à les embrasser, tout en louant ma beauté. C'était amusant de l'entendre me complimenter, et cela m'a aussi excité. Ensuite,
Il a essayé de saisir ma jupe et j'ai arrêté sa main. À la place, j'ai déboutonné son pantalon et je l'ai satisfait. C'est tout enfin. Sa femme lui a finalement dit comment leur liaison avait commencé. La liaison du général a-t-elle commencé aussi innocemment? Les deux discutaient d'un brouillon de sa biographie et un jour, ils ont mis le livre de côté et ont commencé à avoir des relations sexuelles. Ils se demandaient quelle histoire son mari racontait maintenant. Maintenant que les cartes sont sur la table, il semble que la famille qu'elle a rejetée pour l'étreinte et le lit du général semble être la seule à pouvoir lui offrir refuge et protection en ces temps de honte et d'humiliation nationale, voire internationale. Le lendemain matin, Harry m'a rejoint pour le petit déjeuner, un Harry complètement nouveau, plus comme l'ancien Harry. Nous n'avons pas parlé de notre rendez-vous de la veille, mais cela me pesait. En voyant l'éclat dans ses yeux et le sourire sur son visage, j'étais convaincu d'avoir pris la bonne décision la veille. La bonne décision? Bien sûr, tu n'as pas pensé à en discuter avec moi avant de le faire, ou peut-être as-tu supposé que je soutiendrais pleinement ta méthode pour ramener ton patron à la vie. Victor répliqua amèrement. Vanessa regarda son mari avec surprise avant de continuer. Les jours suivants au bureau furent sans histoire. Harry avait changé pour le mieux et j'étais heureuse. Nous avons continué à travailler étroitement et à déjeuner ensemble dans son bureau. Puis un jour, quand je suis entré dans son bureau, il m'a demandé de fermer la porte et de m'approcher. En m'approchant de lui, j'ai vu qu'il avait enlevé son pantalon et son caleçon. Il était assis nu. Il me regardait avec ce regard dans les yeux qu'il avait ce soir-là au restaurant. J'ai découvert que j'allais déboutonner ma blouse et m'agenouiller devant lui. C'est devenu presque une routine quotidienne. Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à lui refuser. Tu ne pouvais pas refuser, répéta Victor incrédule. Victor, cet homme a subi une terrible tragédie. Vanessa répliqua presque désespérément. Elle n'est pas ma femme. Ce n'est pas la femme que j'ai épousée, répéta Victor pour lui-même. Mais les photos et les CD montrent que vous faisiez bien plus que simplement vous faire plaisir mutuellement, répondit Victor. Victor, je suis désolé pour la douleur et la souffrance que je t'ai infligée. Regarder ces vidéos a dû être terrible. Mon Dieu, si seulement je savais. Vanessa s'interrompit, le chagrin et la douleur se lisant sur son visage. De nouvelles larmes tracèrent des chemins sur ses joues alors qu'elles coulaient. Vanessa baissa la tête et continua de pleurer silencieusement. Victor regarda sa femme en pleurs. Sa souffrance semblait sincère. 30 ans de mariage faisaient en sorte que les époux pouvaient se lire mutuellement. Mais pourquoi? Pourquoi avait-elle organisé cette liaison? N'était-il pas assez bon? Ne pouvait-il pas la satisfaire? Alors, juste pour être clair, quand avez-vous finalement commencé à me tromper pleinement, au sens propre du terme? Demanda Victor d'un ton sec. Vanessa tressaillit en entendant ces paroles. Elle commença à dire quelque chose, puis s'arrêta. Elle reprit ensuite la parole, gardant les yeux fixés sur le sol tout le temps. Harry et moi passions presque tous les jours nos pauses déjeuner ensemble à ce moment-là. Comme j'avais été choisie par l'entreprise pour être l'assistante de Harry, personne ne voyait rien de mal à cela, alors je passais du temps à déjeuner avec lui. Et Harry? Eh bien, disons qu'à ce moment-là, il était revenu à son ancien style de communication avec les gens. Fini l'image de Harry marchant les épaules affaissées et se dirigeant droit vers son bureau sans remarquer personne. Victor ne put s'empêcher de remarquer la fierté dans sa voix en entendant ces mots. Nous étions à l'une de ces réunions de clients hors de la ville. Harry était au top et la réunion s'était bien passée. Ce soir-là, nous avons décidé d'avoir une petite fête juste pour nous. Inutile de dire que nous avons beaucoup bu et dansé, et pour faire court, nous avons passé un bon moment. Harry semblait être lui-même et ne manquait pas une occasion de se blottir sur la piste de danse. Puis il s'est penché vers moi et a chuchoté que nous devrions monter dans ma chambre pour un dernier cocktail. Eh bien, j'ai réalisé ce qu'il voulait vraiment dire et, bon, nous avions déjà l'habitude de le faire régulièrement, alors j'ai accepté. Nous avons quitté le restaurant et nous sommes dirigés vers les ascenseurs. Une fois dans ma chambre, je suis allé à la salle de bain. Quand je suis revenu, j'ai vu qu'Harry s'était complètement déshabillé et était allongé sur le lit. Je l'ai rejoint, chuchota à nouveau Vanessa. Elle l'a certainement rejoint, pensa Victor. Le dégoût menaça une fois de plus de détruire la façade de calme à laquelle il s'accrochait désespérément. Certaines des images qu'il avait vues dans les clips lui sont revenues à l'esprit.
Victor regarda avec des larmes aux yeux sa femme faire l'amour sauvagement avec son amant. Victor, avec dégoût, regardait ces clips. Les yeux de Vanessa s'ouvrirent grands alors qu'elle se couvrait la bouche de sa main, une expression de choc et de honte sur son visage. Désolé, Victor. Je suis désolé pour toi. Dis-moi, Vanessa, autant que je me souvienne de ces dernières années, tu n'as pas vraiment beaucoup voyagé, mais pourtant, à en juger par l'enregistrement sur CD, on dirait que vous deux ne pouviez pas vous empêcher de vous toucher. Donc, tout le cocufiage a eu lieu chez lui comme le montrent les CD. Sa femme tressaillit quand il prononça le mot commençant par C au moins, elle avait encore beaucoup de décence en elle, pensa Victor. Elle parla à nouveau, le visage tourné sur le côté, les yeux refusant de rencontrer les siens. Nous avions sa maison pour nous seuls. Son fils servait dans l'armée et était à l'étranger, et sa fille avait déménagé à New York. Harry quittait le bureau tôt et personne ne s'en souciait vraiment. Ensuite, je partais aussitôt, avec quelques papiers que Harry regarderait en rentrant chez lui. Comme j'étais son assistante désignée, cela n'a éveillé aucun soupçon, répondit Vanessa, prononçant les derniers mots dans un chuchotement discret. Oui, tu as raison. Il ne m'est vraiment pas venu à l'esprit de te demander pourquoi tu t'arrêtais si souvent chez lui en rentrant. Et puis j'ai déménagé à Houston, et le chemin était ouvert pour que tu me trompes librement. Que j'étais naïf, Victor répliqua sèchement. Vanessa ne regarda pas dans sa direction, bien que son visage rougi et sa respiration laborieuse montraient clairement qu'il l'avait déconcertée avec ses questions et que ses réponses la confondaient. Vanessa ne répondit pas. Au lieu de cela, elle continua de regarder ses mains sur ses genoux. Victor luttait avec ses sentiments et demanda alors, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Nous étions en train de le perdre. Après la mort de Martha, il semblait avoir perdu la volonté de vivre. Il était perdu et seul, comme un agneau perdu dans la forêt. Dis-moi, Victor, est-ce mal de sauver quelqu'un de la mort ? Tu es une femme mariée et tu as couché avec ton patron, rétorqua Victor d'un ton sec. Il semblait ne pas du tout connaître sa femme. Victor, imagine que toi et cette femme au gros sein Anderson qui vit dans la rue vous perdiez dans une tempête de neige et finissiez dans une vieille cabane en bois et pour vous réchauffer, vous vous enlaciez et peut-être, si vous faisiez l'amour, cela voudrait-il dire que tu m'as trompé ? Quel argument étrange, Vanessa, s'exclama Victor bruyamment. Il semblait qu'ils étaient réglés sur des ondes complètement différentes et ce que l'un pensait et disait, l'autre ne pouvait pas le comprendre. Ce que je veux dire, c'est que je t'aimais et toi seul, Victor, et ce qui s'est passé entre Harry et moi était exactement comme tu l'as vu, juste du sexe pour ramener la personne que nous connaissions tous du monde des morts vivants. Peu m'importe si ton amant vit ou meurt. Ses sentiments et émotions devraient être les miens et les miens seuls. Si le sexe est une sorte de thérapie médicale, comme tu l'imagines, alors toutes les infirmières de tous les foutus hôpitaux devraient le faire avec enthousiasme, hurla Victor de rage. Avec cette dernière explosion, Victor quitta la pièce. Il rassembla ses affaires pour la nuit dans la chambre et se mit à l'aise dans la chambre d'amis. Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Sa confrontation avec sa femme au sujet de sa liaison avait conduit à des informations surprenantes, une nouvelle vision de la personnalité de sa femme qui le laissait mal à l'aise. Tout au long de leur confrontation, elle a maintenu que ce n'était pas une liaison mais plutôt une forme de thérapie et qu'il était et resterait toujours son véritable amour. Quelle absurdité était-ce, ou est-ce une nouvelle façon de justifier votre relation ? Je me demande si la maîtresse du général a dit des choses similaires à son mari trompé. Que pourrait-elle dire ? Qu'elle était désolée pour le général solitaire loin de sa famille et que si elle n'avait pas ouvert ses jambes pour lui, le monde libre aurait perdu l'un de ses meilleurs délinquants ? Le docteur trompé la croirait-il ? Pourquoi devrait-il le faire ? Après tout, les squelettes ne sont sortis du placard que lorsque l'agence gouvernementale a accidentellement découvert leur secret bien caché en enquêtant sur un autre cas. De plus, le général et sa maîtresse mariée s'en sont bien sortis. De plus, s'il n'avait pas ouvert le colis du courrier, il n'aurait jamais su la relation de sa femme avec son patron. Même les meilleurs plans des hommes et des souris tournent souvent mal, pensa Victor amèrement. Vanessa a frappé à la porte de la chambre d'amis et a demandé s'il avait pris ses médicaments. Victor a reniflé et a tourné le dos à la porte, ne prenant pas la peine de répondre. Elle pouvait se considérer comme une experte en thérapie, mais il n'avait pas besoin d'elle pour lui rappeler. Vanessa a frappé à la porte encore quelques fois, puis tout est devenu calme.
Victor a ressenti une pointe de culpabilité. Sa femme suivait toujours ses médicaments et une petite voix à l'intérieur de lui reprochait un tel comportement enfantin. Dieu merci, les enfants avaient tous grandi et quitté le nid. Peut-être que c'était l'une des dernières pensées tourbillonnant dans son esprit ébranlé avant que le sommeil ne le submerge enfin. Ils ont passé les 2 jours suivants à essayer de s'éviter. Victor essayait toujours de pleinement assimiler le fait que sa femme l'avait trompé. Ce qui était encore plus agaçant, c'était qu'elle ne voyait vraiment rien de mal à cela. Il semblait qu'elle avait fait ce qu'elle pensait nécessaire et c'était tout, et ils devaient continuer leur vie. Thanksgiving était proche, et bientôt leurs enfants et petits-enfants seraient là, et il restait encore beaucoup de préparatifs. Il y avait, pour ainsi dire, un accord de trêve tacite entre eux jusqu'à ce que les enfants rentrent chez eux. Victor continuait ses activités quotidiennes, essayant de parler à sa femme le moins possible. Vanessa semblait comprendre le désir de son mari de maintenir une distance et un silence, mais ses yeux devenaient souvent rouges et enflés, et son visage prenait une teinte constamment malade. Souvent, il la surprenait en train de le regarder, et oui, il ne regardait plus les informations du soir après le dîner. Cela pouvait être la première victime directe de sa liaison de longue date. Sa femme ne l'avait pas non plus manqué, car après le dîner, il se dirigeait maintenant directement vers la chambre d'amis tandis que Vanessa restait longtemps dans la cuisine ensuite, verre à la main. Il se demandait comment les choses se passaient pour le médecin trompé et sa femme infidèle. Dort-il aussi dans la chambre d'amis maintenant que le monde entier sait que le général a pris sa place dans le lit pour lui-même? La veille de l'arrivée des enfants, Vanessa supplia Victor de retourner dans la chambre principale. Victor a d'abord refusé, mais a ensuite cédé. Il ne voyait aucune raison de montrer son humiliation et sa trahison devant ses enfants adultes et leurs conjoints. Rien de bon ne sortira de cela. Enfin, les enfants sont arrivés à la maison, et pendant un moment tous les chagrins ont été oubliés ou mis de côté. Il n'avait pas vu ses enfants depuis près de 6 mois, et c'était agréable de les revoir. C'était encore mieux d'entendre et de voir les petits-enfants courir dans la maison. Karen a été la première à remarquer les changements chez sa mère. C'est incroyable comment les filles peuvent remarquer même les plus petits changements de comportement et de manière. « Maman, tu sembles contrariée. J'espère que tu fais des bilans réguliers, » dit-elle avec inquiétude dans sa voix. Karen a toujours eu un côté attentionné dans sa nature. Faites-lui confiance pour remarquer les courants cachés de l'émotion brute. Et, papa, j'espère que toi et maman ne vous êtes pas disputés pour quelque chose de stupide comme des petits-enfants, continua-t-elle. Cela a été dit sur un ton léger, mais Vanessa s'est redressée et a fixé le dos de sa fille. Elle avait l'air d'un cerf pris dans les phares. Et, regarde, c'est ce cocu et la concubine du général, s'écria soudain James. Pendant tout ce temps, il était collé à la télévision, ne prêtant pas attention à ce que sa sœur disait. Maintenant, c'était au tour de Victor d'être choqué. Jusqu'à ce moment-là, personne d'autre dans la maison n'avait utilisé le mot cocu sauf lui. Entendant son propre fils crier, cela le fit perdre son sang-froid un instant. Victor se retourna rapidement pour voir son fils regarder les informations à la télévision. La chaîne d'information montrait le médecin trompé et sa femme infidèle marchant ensemble sur un chemin de gravier à l'extérieur de la maison de leur ami où ils prévoyaient de passer les vacances de Thanksgiving. La femme mit des lunettes de soleil et releva le col de son manteau, apparemment pour se protéger du vent froid et des caméras indésirables. Victor se souvint l'avoir vue plus tôt sur la même chaîne de télévision avec des tenues plus à la mode. Les fines rides autour de sa bouche étaient clairement visibles. Tromper est une chose, mais être surpris en train de tromper par les médias du monde est une affaire complètement différente. Victor regarda furtivement sa femme. Elle se tenait au même endroit où il l'avait vue il y a quelques secondes. Elle semblait être paralysée de la tête aux pieds. Le visage mortellement pâle revint ainsi que la douleur dans sa poitrine. Les souvenirs douloureux des derniers jours et les images cruelles de la trahison de sa femme dans les photographies et les CD envoyés par son amant en cadeau final lui revinrent en mémoire. Pourquoi? Pourquoi diable? Pourquoi a-t-elle trompé sa famille après avoir prononcé ses vœux de mariage et s'être engagée dans la vie de famille? Ne comprenait-elle pas que sa vie n'appartenait plus seulement à elle, tout comme sa vie n'appartenait plus seulement à lui? Pourquoi? Bon sang! Mais elle ne semblait pas être une femme unique. Cette femme aux informations appartenait définitivement à son club. Son mari semblait tellement différent du général diabolique.
L'homme trompé était un professionnel, un médecin de profession, un sauveur de vie, et cela se voyait dans sa manière d'être. C'était dommage que sa femme ait choisi des soldats, dont l'un venait de causer des dommages collatéraux à sa famille, changeant à jamais l'innocence douce de deux jeunes enfants qui ne se rendaient même pas compte de la façon dont les adultes jouaient avec leur vie. Oh, ces enfants sont tellement mignons, s'exclama Karen, ses instincts maternels une fois de plus en action. Un regard sur ce cocu domestique et le monde entier peut comprendre pourquoi sa femme l'a remplacé par un brave général, dit James, complètement absorbé par les nouvelles. Allons, James. Nous ne connaissons pas toute l'histoire, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle sentait que le général, chargé par le monde libre de diffuser leurs idées et leurs pensées dans une partie sous-développée et sauvage du monde, avait besoin du soutien d'un ami, d'un bon ami, puisqu'il était si loin de sa famille et de ses proches. Peut-être que certains diraient que le médecin ne devrait pas s'en soucier et continuer à vivre sa prétendue vie heureuse, répliqua Victor, surveillant attentivement sa femme en même temps. Mon pied chanceux. Le médecin a été assez humilié. La femme est très ambitieuse et je suis sûr que ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'elle écarte les jambes pour obtenir ce qu'elle veut. Si le médecin est assez intelligent, il coupera ses pertes dès que possible et avancera. Bien sûr, il devrait aussi emmener les enfants avec lui car la femme n'a pas un once de gentillesse dans son âme. Le médecin s'est occupé de ses enfants et a soigné ses patients pendant que sa femme couchait avec son amant partout dans le monde. Non, Seigneur, elle est une mauvaise femme et il doit la sortir de sa vie dès que l'agitation médiatique se calme. Mais avant tout, il doit faire tester l'ADN de ses enfants. James conclut de manière décisive. Mes pensées sont exactement les mêmes, pensa Victor. Il regarda ensuite brièvement sa femme. Elle est restée figée, tenant fermement le dossier de la chaise devant elle comme si sa vie en dépendait. Elle a peut-être été surprise par l'explosion soudaine d'émotion de son fils. Les pupilles de ses yeux sautaient d'un membre de la famille à un autre et revenaient en arrière. Elle a peut-être développé des sentiments pour le général au fil d'une longue association qui a duré des années. Il ne fait aucun doute qu'elle est une femme très forte et ambitieuse, comme en témoignent ses résultats scolaires et de West Point, que la presse a si gentiment déterré pour ses chers lecteurs. Peut-être, à mesure que leur communication avec le général se poursuivait, Karen a pensé qu'elle voyait en lui l'homme idéal. Elle semblait être dans la même position que sa mère, pensa Victor. Est-ce que toutes les femmes pensent la même chose? Pas du tout, Karen, dit Janet, la belle-sœur de Victor, qui venait de les rejoindre après avoir vérifié les enfants. Elle est engagée dans une relation appelée mariage et a sa propre famille. Même si elle avait développé des sentiments pour un autre homme, elle n'aurait pas dû franchir cette ligne invisible. Elle a égoïstement violé la confiance et la foi placées en elle par sa famille. Dans ce sens, elle les a déjà quittés et a avancé dans sa vie personnelle, où il y a peu de place pour sa famille et certainement rien pour le père de ses enfants. La famille doit aussi avancer, continua Janet. Waouh, pensa Victor. Au moins une femme dans sa maison avait un avis différent. Son fils était chanceux. Il avait une bonne partenaire de vie en Janet. Sa belle-fille était une femme intelligente. L'opinion était maintenant partagée 2 contre 1. Victor se tourna vers sa femme. Alors, chérie, qu'en penses-tu? Était-ce une histoire d'amour qui aurait dû être concrétisée, comme le pense Karen, ou aurait-elle dû rester simplement une histoire d'amour, comme le pense Janet? Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers elle. Elle se tenait là, les yeux grands ouverts, les lèvres tremblantes, la bouche formant un petit O. Elle ressemblait essentiellement à un animal acculé avec un pistolet pointé droit entre les yeux. Laissez-les tranquilles, s'écria-t-elle soudain, faisant sursauter tout le monde présent par surprise. Des larmes coulaient déjà sur ses joues, ruinant irrémédiablement son maquillage. Pourquoi diable te soucies-tu de ce qu'ils font ou ne font pas? Continua-t-elle d'une voix tremblante. Elle tremblait aussi visiblement, la faible lumière de la pièce projetant d'étranges ombres sur son visage. Maman! S'exclama Karen avec inquiétude. Elle s'apprêtait à s'approcher de sa mère, mais Vanessa l'arrêta d'une main tendue et s'éloigna rapidement, laissant tout le monde dans l'étonnement. Le mari de Karen, Dave, entra depuis le patio. Il était au téléphone portable tout le temps et avait manqué le drame familial. Et, j'ai entendu des voix fortes. Que s'est-il passé? Demanda-t-il curieusement. Rien, Dave. J'espère rien. Répondit Karen doucement,
regardant toujours la porte par laquelle sa mère venait de sortir. Maintenant, ses instincts maternels étaient pleinement activés et elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle se tourna ensuite vers son père avec une question muette dans les yeux. Victor prit une expression neutre et haussa les épaules. Le lendemain, personne ne parla du général et de sa concubine ou de la crise de nerfs imminente que Vanessa semblait avoir subie. Les enfants et leurs conjoints, ainsi que les petits-enfants, dirent au revoir, et tard dans la soirée, Victor et Vanessa se retrouvèrent seuls. À une autre époque, ils auraient pu se retrouver dans la salle de bain, complètement nus et partageant un verre de vin. Mais maintenant, ils n'avaient plus rien en commun, sauf des questions encore plus gênantes et encore plus de déni. Les yeux de Vanessa étaient gonflés et rouges et elle semblait avoir perdu du poids depuis les 2 dernières semaines depuis l'arrivée du colis du courrier, mais son comportement restait un mystère pour Victor. Sans grand-chose à l'esprit, Victor sortit une bouteille de son whisky préféré et se servit un grand verre. Tard dans la soirée, la bouteille reposait à côté de lui sur le canapé, presque vide. Il resta assis, fixant l'écran de télévision à travers son ivresse alcoolique. Vanessa était également dans la pièce et le regardait avec désapprobation, mais elle resta sagement silencieuse. Victor se fichait de savoir si elle approuvait sa consommation d'alcool ou non. Après tout, elle ne lui avait pas demandé son avis avant de s'ouvrir pour son patron. Les actualités montraient des photographies de la maîtresse du général prises dans un pays asiatique reculé et sous-développé. Elle se couvrit la tête d'un foulard pour cacher ses cheveux alors qu'elle se tenait parmi un groupe d'enfants locaux souriants. Victor trouvait cela drôle. Pourquoi se couvrait-elle la tête d'un foulard ? Marmonna-t-il à travers son ivresse. Selon les normes de la société de ce pays, une femme devrait garder sa tête couverte, c'est donc ce qu'elle fait, répondit Vanessa, heureuse que son mari lui adresse au moins la parole. Et pourquoi a-t-elle couché avec le général là-bas ? Est-ce aussi une sorte de norme sociale pour ce pays ? Continua Victor dans un état d'intoxication. J'aimerais connaître les réponses à toutes vos questions, murmura Vanessa après une pause réfléchie, et dis-moi quelle norme sociale de notre grand pays vous a permis de partager un corps avec votre patron pour le ramener du monde des morts vivants ? Demanda Victor bruyamment dans son état d'ivresse, la douleur de la trahison résonnant dans sa voix. Vanessa fixa son mari avec de grands yeux. Les larmes avaient déjà commencé à couler de ses yeux, rougis par les pleurs. Victor, je suis désolé pour la douleur et la souffrance que je t'ai causée. Si je pouvais revenir en arrière et tout arranger, je le ferais. Mais Victor, nous devons avancer, et je sais que nous pouvons le faire. À ce stade, Vanessa était à genoux devant lui, posant ses mains sur ses hanches. Avancer, nous ? Qu'avons-nous devant nous qui te rende si optimiste ? Grogna Victor. Chérie, nous avons passé toute notre vie ensemble. Nous avons 2 beaux enfants qui sont la preuve de notre amour mutuel et aussi nos petits-enfants. C'est comme une jeune pousse que nous avons entretenue, arrosée, nourrie avec des engrais, et regardée grandir. Maintenant, cet arbre a poussé grand et fort et porte des fruits, les fruits de notre travail. Pensez simplement à tout ce qui nous attend. En un sens, notre vie ne fait que commencer. Certaines de mes actions passées semblent t'avoir beaucoup blessé. Eh bien, Victor, disons que je suis tombé dans de mauvaises fréquentations et suis devenu dépendant de drogues et substances interdites. Ne chercherais-tu pas alors à me retenir et à avancer dans la vie ? Le cerveau de Victor, imprégné d'alcool, essayait de trouver une réponse. Si sa femme devenait toxicomane, que ferait-il ? Lui crierait-il dessus ? La gronderait-il ? Ou essayerait-il de l'aider à se débarrasser de son addiction et à retrouver une vie normale ? Est-elle donc accro au sexe ? Voulait-elle quelque chose de nouveau ? Est-ce ce qu'elle sous-entendait ? Donc tu admets être une nymphomane en chaleur. Combien d'hommes as-tu eu dans ta vie à part moi et le bon vieux Harry ? Victor, il n'y a eu aucun autre homme dans ma vie à part toi, répondit Vanessa d'un ton sec, et je ne suis pas une nymphomane en chaleur. Tu me connais assez bien et aurais dû réfléchir avant de me lancer de telles accusations bon marché, continua-t-elle avec une pointe de colère dans sa voix. C'est là le problème, répliqua Victor. Les photos te montrent en train de coucher avec ton patron. Tu admets toi-même avoir eu une liaison avec ton patron et tu continues à prétendre qu'il n'y avait personne d'autre dans ta vie que moi. Victor, j'ai simplement utilisé mon corps pour aider une âme malade et en deuil. Je pense mériter un meilleur jugement que celui que tu portes. J'ai besoin d'air frais, répondit Victor, irrité.
Il se leva et tituba vers la chambre d'amis, tombant la face contre le lit. Le lendemain matin, Victor se réveilla avec une migraine lancinante. La sensation de ballonnement dans son estomac lui rappela qu'il n'avait presque rien mangé hier. Il fut surpris de voir Vanessa endormie dans la chaise à côté de son lit. Puis les souvenirs de l'argument d'hier lui revinrent et il se sentit mal. Oui, il avait vraiment besoin d'air frais. En fait, il avait besoin d'être seul avec ses pensées pour essayer de trouver le meilleur chemin à suivre. Il regarda de nouveau la silhouette endormie de sa femme. Un verre vide sur la table à côté de sa chaise signifiait qu'elle dormirait encore un moment. Victor rassembla rapidement quelques affaires et autres nécessités dans un sac de sport et quitta discrètement la maison. Il décida qu'il passerait quelques jours dans leur maison au bord du lac. Il méritait une pause. Il laissa une note dans la cuisine pour Vanessa en lui disant où il serait. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième paille ne vous trompe pas et allez écouter la prochaine histoire car cette histoire n'est rien comparée à la suivante. Si vous avez moins de 18 ans, ne pensez même pas à écouter la suivante.